autour de la table, il y a de la science, mais il n'y a pas que ça. Donc on a Olivier Bertrand de Artelia. Artelia, c'est à Échirolles, c'est juste en face. Il a dû mettre 2 minutes 30 à nous rejoindre ce matin, ça a été dur. Donc voilà, une entreprise peut-être pas centenaire, mais en tout cas qui date pas d'hier, qui doit employer quelque chose comme 10 000 salariés. Enfin, ça rigole pas, hein, simulation numérique, etc. Tout en open source. On a Violaine Louvet, donc CNRS, qui elle s'occupe d'open data, notamment à l'UGA, et qui s'occupe aussi de participer au comité logiciel libre du COSO, du Conseil pour la science ouverte. Claire Wajman, qui elle, à l'UGA, un projet open source qui est en valorisation CNRS via le dispositif CNRS Open, donc une valorisation de résultats issus de la recherche. Et Mathieu Denoux, donc de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement, donc une collectivité territoriale qui travaille en collaboration avec d'autres collectivités et avec aussi des académies dont l'INRIA sur un commun numérique qui s'appelle Terristory. C'est de la cartographie avec des ressources liées à l'énergie et à l'environnement dessus, quoi. Voilà, le tout animé par Christophe Braillon, donc de l'INRIA. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas, j'imagine. Du coup, je me suis fait piquer une moitié de ma présentation. Donc, donc vous avez bien compris qu'on allait parler d'open source et puis de sciences ouvertes. Donc on l'abordera en fait au travers de 4 grandes questions en fait. Une par participant, c'est original. Donc voilà, donc on parlera de ce qu'est la science ouverte déjà, peut-être que tout le monde n'est pas hyper au fait, de valorisation par l'open source, de création de communs numériques, d'animation de communauté. Et donc autour de moi j'ai 4 grands experts du domaine. Donc je vais leur laisser la parole pour faire un tour de table qui se présente et puis après on abordera ces différentes questions. Je ne sais pas, on fait dans l'ordre. Tu veux commencer, Claire, peut-être? Bonjour, un grand merci à Pierre-Yves pour l'organisation de cette table ronde. Donc je suis Claire Wajman, je suis enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et au laboratoire d'informatique de Grenoble. Et nous avons développé dans un objectif de recherche une plateforme numérique qui s'appelle LabNBook et qui est destinée à l'enseignement des sciences expérimentales. Donc destinée à des enseignants et des élèves, des étudiants de lycée et de l'enseignement supérieur. Et puis un jour en congrès, un collègue m'a dit « Mais Claire, vous ne gardez pas ça pour vous, ça peut être utile. » Et là a commencé l'aventure pour nous de la valorisation. Voilà, je vais passer à mon voisin. Bonjour à tous, donc Olivier Bertrand, Société Artelia, donc en effet moi je suis le local de l'étape, mais il y en a peut-être plusieurs. Société d'ingénierie, basée sur Échirolles du coup, en effet plus de 10 000 salariés. Mais on est le petit village gaulois de l'open source quand même dans la société, donc on pourra en discuter. Voilà, je suis à la fois directeur de projet sur les activités d'ingénierie autour de l'hydraulique, et puis aussi responsable du laboratoire d'hydraulique numérique. Voilà, donc beaucoup d'utilisateurs de logiciels open source. Merci, donc moi c'est Violaine Louvet, je suis ingénieure de recherche CNRS au laboratoire Jean Kuntzmann, qui est le laboratoire de mathématiques appliquées de l'Université Grenoble-Alpes. Donc moi, mon boulot, c'est plutôt de faire des codes de calcul, des codes qui vont aller après tourner sur les supercalculateurs. On utilise beaucoup d'outils libres, à la fois pour développer, mais aussi qu'on intègre dans les codes, les bibliothèques qu'on utilise, etc. Donc de fait, on fait aussi beaucoup de logiciels libres. Et du coup, depuis le départ de ma carrière, je me suis intéressée à ce sujet-là. Et maintenant, effectivement, je suis dans le collège Code Source et Logiciel du Comité pour la science ouverte au niveau national. Et on essaye de continuer à œuvrer sur ce sujet-là. Bonjour, Mathieu Denoux. Donc, je suis responsable des services numériques chez Aura2E, qui est une association, mais qui en fait est l'agence régionale pour l'énergie et l'environnement.
Et dans les missions de cette agence régionale, il y a notamment de tenir des observatoires du climat, de l'air, de l'énergie, des déchets, de l'économie circulaire. Et donc un observatoire, c'est forcément produire beaucoup de données, c'est produire des analyses, des outils. Et dans le cadre de cette mission-là, Aura2E a créé il y a maintenant, je crois, 7 ans, un outil qui s'appelle Terristory et qui a pour but d'aider la valorisation de ces données, de mettre à disposition différents outils pour les collectivités territoriales. Et donc c'est un outil qui aujourd'hui a dépassé ce seul périmètre déjà d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'énergie, et qui est déployé dans 5 autres régions, et qui est un outil open source depuis maintenant 2 ans, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Merci. Peut-être pour commencer, je vais passer la parole, Violaine, sur peut-être tu peux nous parler déjà de ce qu'est la science ouverte, comment ça se met en place à l'UGA, et puis quelle est la place de l'open source en fait dans tout ça. Oui, tout à fait. Alors la science ouverte, en fait, c'est l'idée d'ouvrir en fait toute la production scientifique de façon à la rendre transparente, à répondre à des questions aussi autour de l'éthique, et d'avoir, en fait, c'est redonner finalement aux citoyens tout ce qui a été financé en termes de recherche publique. Donc après, la partie open source dans la science ouverte, quelque part, le logiciel libre, il est quand même né dans le monde universitaire au départ, et en fait, il y est resté très très ancré, et il y a beaucoup de logiciels libres qui sont développés dans le monde de la recherche académique depuis toujours. Donc on est toujours dans ce mouvement-là. Et à côté de ça, on a toute la partie publication qui a été vraiment très fermée, en fait, prise en main par des éditeurs commerciaux, et dont on essaye maintenant de sortir, ce qui est assez compliqué. Donc cette partie-là de la science ouverte, elle est très active, parce que de fait, il y a un vrai souci de ce point de vue-là. Est arrivé depuis quelques années les aspects open data, sur lesquels on s'est rendu assez vite compte qu'il y avait une vraie richesse à ouvrir ces données de la recherche, et une vraie nécessité à le faire, et à surtout pas retomber dans la problématique des publications qu'on avait pu rencontrer dès le départ avec ces éditeurs commerciaux qui ont la main mise en fait sur la publication scientifique. Donc le mouvement de la science ouverte est en train de s'accélérer. Beaucoup sur les publications jusqu'à il y a quelques années. Les données sont arrivées aussi il y a quelques années maintenant, et qui sont pris en compte de façon très importante. L'open source, finalement, quelque part, c'est très récent dans le mouvement de la science ouverte, parce que finalement, quelque part, on n'avait pas besoin de ce mouvement pour ouvrir les logiciels qui sont développés dans les laboratoires, mais quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de travail à faire pour aider les chercheurs à ouvrir correctement leur code. En particulier, on en a discuté tout à l'heure sur l'aspect communautaire. Comment on fait des communautés, comment on pérennise les développements, comment on capitalise sur des développements. Donc tout ce mouvement-là, il démarre tout juste en fait. Le logiciel est apparu en fait au niveau national dans les plans nationaux pour la science ouverte uniquement en 2021, donc c'est extrêmement récent. Le collège dont je fais partie, donc autour des codes sources et logiciels de la recherche, a été créé en 2022. Donc on est sur un mouvement très récent, paradoxalement, alors que finalement le logiciel libre est dans le monde universitaire depuis très longtemps. Mais on essaye d'œuvrer justement pour faire en sorte que cette production scientifique soit reconnue au même titre que les publications, que les données de la recherche. Et donc ça, c'est un travail vraiment qui démarre. Est-ce que peut-être tu peux faire le lien avec l'aspect reproductibilité peut-être Alors oui, évidemment, ça va vraiment ensemble. En fait, l'objectif ultime de la science ouverte, finalement, c'est de prouver que les résultats scientifiques qui sont publiés, on peut les reproduire, qui sont vrais, quoi. C'est donner confiance en la science. Donc ces questions de reproductibilité sont essentielles. Et l'ouverture, en fait, à la fois des données et des codes, ne suffit bien souvent pas à assurer la reproductibilité. Je pense que vous êtes tous conscients que, en particulier, la reproductibilité computationnelle, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui va dépendre de tout un tas de choses, de tout l'environnement logiciel, des dépendances du logiciel, des versions des librairies qu'on a intégrées dans notre code, etc., etc. Donc il y a en fait toute une formation, un accompagnement à mettre en place auprès des communautés scientifiques pour les sensibiliser à ces sujets-là, leur montrer les outils qui existent, parce qu'il y a des outils qui permettent d'aller un peu plus loin que ça, de reproduire des environnements logiciels,
Donc il y a aussi tout cet aspect accompagnement des communautés qui est vraiment super important et qui fait un peu écho à ce qu'on a entendu ce matin sur ce qui est fait à Paris. Alors sur un point assez différent, mais ce OSPO qui fait de l'accompagnement, qui fait de la sensibilisation, etc., qui soutient. C'est quelque chose vers quoi on doit aller en fait au niveau universitaire et ce qu'on essaye en tout cas de faire au niveau de Grenoble, parce qu'il y a déjà beaucoup de services autour du logiciel. Bon, il y a une forge logicielle, il y a des serveurs de notebook, il y a aussi un accompagnement qui est mis en place. Et l'idée, c'est d'essayer d'aller encore au-delà de ça pour pouvoir accompagner les communautés scientifiques à vraiment arriver à capitaliser sur leur développement. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que dans les laboratoires, il y a donc beaucoup de codes qui sont réalisés. Il y a beaucoup de codes qui sont réalisés par les thésards dans le cadre de thèse. Et malheureusement, quand les gens s'en vont, quand ils ont fini leur thèse, quand ils ont soutenu, et ben, généralement, on perd la production qui a été faite. Et on est assez mauvais sur le fait d'arriver à cumuler en fait les choses. Et le thésard qui arrive juste derrière celui qui vient de finir, et ben, il réinvente un peu la roue. Et on pourrait être beaucoup plus efficace aussi de ce point de vue-là. Merci. Peut-être que, alors on y reviendra peut-être après sur les outils, tu veux en dire un mot maintenant sur les outils qui sont utilisés pour justement permettre cette reproductibilité, permettre l'ouverture du code, etc. Soit tu veux en dire un mot maintenant sur... Alors, oui, on peut. Bien sûr. Mais vous aurez la réponse, c'est le plus important. Sur les outils, donc il y a les outils techniques qui permettent de générer des environnements reproductibles. Alors, on peut parler de Nix, de Gix, ce genre d'outils. On utilise aussi des aspects conteneurs, donc ça c'est les aspects un peu techniques. Et puis après, on essaye de mettre en place en fait de la pérennisation des codes. Donc il y a un gros projet, une grosse initiative qui a été portée par INRIA, qui est maintenant aussi portée par l'UNESCO, qui s'appelle Software Heritage, qui permet en fait d'archiver l'ensemble des codes sources publics. Et donc l'idée c'est d'inciter les chercheurs à pérenniser leur code source à travers cette archive mondiale, à mettre en visibilité leur production aussi. Donc ça fait un peu partie, alors ça permet d'ouvrir le code, de le mettre en visibilité, c'est une première étape pour aller vers de la reproductibilité et après il y a des outils techniques à mettre en œuvre. Et là on a besoin d'accompagnement, de formation et c'est des choses qu'on essaye de mettre en place en particulier à Grenoble, à l'UGA. Merci. Donc là, on a le point de vue science ouverte, l'ouverture du code scientifique, du point de vue académique. Peut-être, Olivier, tu peux en dire un mot de ton point de vue industriel? Oui, au point de vue industriel, en effet, nous, typiquement, Artelia, alors l'histoire d'Artelia, c'est plus de 100 ans d'histoire. C'est aussi le premier modèle numérique qui était développé par Sogré à l'époque, donc qui est devenu Artelia. Sogré voulant dire Société grenobloise d'études appliquées à l'hydraulique. Et on était revendeur de logiciels dans les années 2000, le logiciel OpenFOAM, Télémac, avec EDF, donc qui était développé par EDF. Et il se trouve qu'EDF, on utilisait beaucoup ce logiciel pour les installations d'EDF. Donc EDF a à la fois développé un logiciel avec les sources qui n'étaient pas libres, et l'exploiter sur ces installations. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué à justifier des fois des résultats qui allaient dans le bon sens d'une bonne dilution, par exemple d'un panache thermique en sortie d'une centrale thermique ou nucléaire. Donc en effet, ils ont fait le choix de passer le code en open source en 2010. Donc nous, on a suivi cet accompagnement-là. Et en effet, il y a toute une communauté là maintenant de développement, donc à la fois avec des universitaires, des sociétés d'ingénierie, et puis EDF aussi qui chapeaute tout ça. Et voilà, avec tout un environnement autour de ce développement de logiciels. Donc on est organisé en effet à la fois sur les développements, mais aussi sur la vie de la communauté, avec donc une conférence annuelle autour des logiciels pour les utilisateurs qui viennent présenter leurs études, voilà, se confronter un petit peu à la communauté. Un comité scientifique qui se réunit aussi une fois par an, qui définit un petit peu les développements à venir pour les prochaines années, à court et moyen long terme. Et puis un comité de pilotage, en effet, qui priorise un petit peu ces développements. Et peut-être que, est-ce que tu peux nous dire un peu,
l'une des craintes, j'imagine, chez les industriels justement d'ouvrir le code, c'est de perdre peut-être un avantage concurrentiel ou vis-à-vis de potentiels concurrents justement. Qu'est-ce qui vous a convaincu justement d'aller dans cette voie, au-delà du fait qu'EDF s'y soit engagé? Bon, EDF, en effet, entre guillemets, a été contraint, enfin, nous, on les a suivis. Après, je pense que c'est une culture, enfin, c'est vrai que je disais, voilà, on est une grosse société là, avec une forte croissance là, ces dernières années. On est quand même le petit service de l'open source, et je pense que c'est une volonté aussi des personnes. Typiquement, on est le service qui s'occupe un petit peu de la R&D, qui fait du développement aussi. Moi, j'ai été docteur, développeur de logiciels pour des fluides, pour des pétroliers, après pour l'aérospatial, après en océanographie. Voilà, et donc toujours avec un accès au code source parce qu'on a fait un jeu développé. Voilà, pour moi, il y avait un intérêt des personnes déjà du service de dire, ben voilà, quand on résout quelque chose, on sait ce qu'on fait. Si jamais ça ne marche pas, on peut aller voir pourquoi ça ne marche pas. Si on doit rajouter une variable, on peut rajouter une variable. Voilà, donc il y avait vraiment l'intérêt des personnes, et je pense que les personnes s'y retrouvent bien là-dedans. Et après, voilà, en fait, de mettre à disposition notre code source, déjà c'est souvent une demande maintenant au niveau des études. Donc on lui dit, eh ben, vous faites l'étude, mais vous redonnez tout le modèle voilà, derrière. Alors on s'adapte. C'est vrai que des fois on est un peu frileux. Au début, on a joué un petit peu en disant ben, oui, on redonnait que le code exécutable. Et puis maintenant, ils précisent, ben non, on veut aussi tout le code source. Voilà. Et finalement, on se rend compte, ben, on fournit ça, c'est rarement utilisé derrière. Nous, il faut savoir que c'est une centaine de calculs qui sont réalisés par jour. On a un calculateur de plus de 1500 processeurs. Voilà, si on avait un seul PC, il nous aurait fallu 900 ans pour faire tous les calculs qu'on peut réaliser en 2023. Donc finalement, quand on donne les modèles, ils sont rarement utilisés parce que c'est assez lourd à exécuter, il y a un savoir-faire. Donc finalement, voilà, ce qu'on arrive à capitaliser, c'est notre savoir-faire et pas tellement le code source. Donc si je comprends bien, en fait, sont vos clients qui étaient un peu prescripteurs quelque part en vous demandant en fait, d'ouvrir le code. Et par la force des choses, en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas un handicap pour la société. Non, du tout. Enfin, à la fois ça. Alors, donc, il y a ce côté-là où on a été contraint. Hein, je vous ai dit EDF, des fois on le fait sur les consultations. Et au contraire, on a été entre guillemets précurseurs sur d'autres domaines, sur l'université par exemple, sur des collaborations, sur les écoles d'ingénieurs aussi. Voilà, donc encore une fois, je vais citer peut-être des noms, mais sur des logiciels d'hydraulique. Au niveau des écoles ici sur Grenoble, ils formaient avec des logiciels propriétaires. Et finalement, ben, nous on leur disait, ben non, nous on ne les utilise pas. Enfin, nous on est sur des logiciels libres. Et c'est vrai qu'on a monté du coup une formation autour du logiciel libre. Et maintenant, en effet, ils suivent la société logiciel libre. Après, tout à l'heure, on parlait aussi des chercheurs là, qui développaient chacun un petit peu de leur côté leur logiciel, ou en tout cas les thésards aussi, et qui perdaient un savoir-faire. Ben là aussi, enfin, on a encore monté un projet dernièrement avec l'INRIA, avec d'autres partenaires sur Nantes, et qui voulaient aussi partir sur un petit logiciel qui développait en propre. On a dit, mais non, c'est dommage, enfin, il y a quand même une communauté autour d'autres logiciels qui sont plus reconnus à l'échelle internationale. Donc plutôt partons sur ça. Alors ils nous disaient, oui, mais on le connaît moins bien, on ne connaît pas trop les sources, alors que chez nous, on connaît très bien le code source. J'ai dit, oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas après en tant qu'industriel. Enfin, votre code source, on ne sait pas trop la pérennité, comment il va vivre. Donc on préfère en effet peut-être passer plus de temps dans le développement mais en tout cas sur un logiciel qui est pérenne et qui est déjà bien reconnu et bien sur la place là, depuis plusieurs années. D'accord. Donc parmi les avantages, il y a aussi, si je comprends bien, aussi une sorte d'attractivité pour des potentiels futurs ingénieurs via l'aspect formation. Ben, en tout cas, nous, enfin, en tant qu'industriel, l'aspect licence, bon oui, c'est un coût de licence. Moi je dis souvent, c'est pas moi qui paye, c'est ma société. Donc pourquoi pas prendre du propriétaire. Donc il y a vraiment, enfin voilà, l'intérêt scientifique. Et après, ouais, enfin,
au-delà de cette partie-là, j'ai oublié ta question. La question, c'est est-ce que c'est un outil d'attractivité en fait pour attirer des potentiels futurs ingés en fait. Vous faites en fait de la formation en école d'ingé. Enfin, après, c'est sûr que former les ingénieurs, oui, enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous, on n'a pas intérêt à changer de logiciel tous les ans. Enfin, le logiciel open source, souvent, ça manque un petit peu. Ben, c'est pas interfacé, c'est moins bien interfacé, souvent. Peut-être des fois un peu moins bien documenté. Donc c'est vrai que nous, c'est un investissement à l'échelle de 10 ans, et voilà, c'est 10 ans après où on se dit, ben voilà, c'est vraiment rentable. Donc nous, l'idée, c'est pas de changer tous les 2-3 ans de logiciel. Et donc voilà, donc là, plus on forme des gens, en effet, plus on les prend chez nous, mieux c'est. Et donc en effet, on arrive à faire vivre, mais des logiciels sur le long terme, quoi. On ne veut pas changer de logiciel tous les ans. Ok, merci. Donc là, on a vu une ouverture du code un peu a posteriori. Peut-être que, Claire, tu peux nous parler de l'open source comme outil de valorisation, peut-être, via ton expérience. Alors là, c'est vraiment l'idée d'avoir des logiciels qui sont produits par la recherche et qui présentent un intérêt pour d'autres communautés. Entre autres, pour nous, c'est l'éducation, que ce soit l'éducation nationale dans les lycées ou des universités, des écoles d'ingénieurs et autres, qui sont intéressés par l'utilisation de ce logiciel. Alors, quand on s'est posé cette question-là, on est allé vers les structures. Il existe des structures de valorisation de la recherche et d'accompagnement. Et en fait, ça nous a permis de faire un peu le tour du projet, de voir un petit peu où est-ce qu'il se situait au niveau des utilisateurs, des besoins, des choses comme ça. Et en fait, on est arrivé assez rapidement à la conclusion que c'était vraiment de l'open source et que c'était une licence libre qui convenait. Et là, les choses s'arrêtent. À l'époque, ça date il y a, 2017, donc quelques années, et parce que les structures de valorisation, elles permettent de faire du transfert vers des entreprises ou de créer des startups. Mais donc en fait, ce qu'on nous proposait finalement, c'est de la vente de licences, choses comme ça, qui sont absolument pas adaptées en fait au projet. Donc on a nous on est enseignants-chercheurs. Pourquoi il y a ces structures de valorisation? On est enseignants-chercheurs ou chercheurs ou ingénieurs. C'est pas notre boulot, tous les aspects qui sont liés à donner accès à l'extérieur. Et donc, en fait, il faut qu'on se forme et qu'on soit accompagné. Donc, là, nous, cet accompagnement, en fait, il n'était pas facile, il n'était pas possible dans un premier temps. Il faut aussi des moyens humains, des sous aussi pour payer ces gens. Et donc là, on a pu, en fait, les choses se sont ouvertes et on a pu avoir des financements qui nous ont permis améliorer les développements, de faire évoluer le projet, de commencer à diffuser. Et on a, il faut réfléchir à des questions. Donc dans l'open source, il y a des tas de choses, de questions qui se posent. Des questions, la première chose, c'était l'industrialisation du code, l'amélioration du code. Donc, c'est pas simple pour nous, mais il y a des gens qui savent faire. Donc ça, on a travaillé, entre autres, on a embauché des gens. On a aussi travaillé avec une entreprise du libre, qui s'appelle le Tetra Libre, local. Et ça a été vraiment un gros avantage pour nous, parce que quand vous avez des projets, vous pouvez faire des CDD de 2 ans maximum, il y a perte des compétences. Et le fait de travailler avec une entreprise, parce que même si on doit interrompre pendant 1 mois ou 2
la collaboration parce qu'on veut chercher d'autres fonds, mais en fait, ces compétences, elles sont toujours là, avec aussi des échanges dans le sens où on a eu des jeunes qu'on a embauchés qui sont ensuite allés, enfin un en tous les cas, il y en a un deuxième potentiellement, qui sont ensuite embauchés dans l'entreprise. Mais c'est aussi parfois ce qui est arrivé aussi, des gens dans des petites entreprises qui se sont dit j'ai envie d'une nouvelle aventure et qui se sont offerts un CDD chez nous. C'est arrivé aussi. Donc en fait il y a des échanges de ce côté-là. On a pu avoir aussi des financements France Relance, donc qui sont dans les échanges avec les entreprises. Donc de ce côté-là, je dirais on s'en sort. Après, restent tous les autres aspects qui sont liés à la valorisation d'un projet open source, qui sont toutes les questions de gouvernance, de développement et d'animation d'une communauté, de modèle économique. Et là, on est extrêmement limité. Et actuellement, je pense qu'il y a des ouvertures qui se font, et la science ouverte, toutes les démarches de science ouverte, ils sont pour quelque chose dans les volontés, je dirais, politiques, d'aller dans cette direction-là, mais les compétences, elles n'existent pas encore vraiment. Le CNRS a ouvert un nouveau programme qui s'appelle Open, qui est vraiment destiné à ça, et dans lequel nous sommes lauréats de la première promotion d'Open. Donc là, on démarre tout juste, c'est tout récent. Mais les compétences sont, y compris d'accompagnement, sont à construire. Et là, moi, je trouve très intéressant de venir ici et d'interagir avec des collectivités, avec des entreprises qui savent faire, qui ont des connaissances et des compétences dans ce domaine-là. Merci. Alors du coup, ça me fait un peu la transition parce que on a parlé de communauté de développeurs, du fait que c'était compliqué, mais qu'on y arrivait en fait dans la recherche publique quand même avec les moyens du bord. On t'entend un peu bricoler, mais bon. Par contre, voilà, la communauté d'utilisateurs, on n'est pas encore très armé en fait pour y répondre. Et vas-y, je te laisserai répondre, mais ça fera le lien avec la question suivante justement sur comment on peut animer ces communautés, et puis via ton expérience on pourra en discuter. Au niveau d'une communauté, mais que ce soit d'ouvrir vraiment sur une communauté de développeurs, c'est pas si facile que ça. On n'a pas les connaissances, on n'a pas l'expérience de ce côté-là. Donc, par contre, le fait d'interagir avec une entreprise, ça nous a... on peut arriver à faire des choses, à avancer de ce côté-là. Au niveau de la communauté utilisateur, alors, il se trouve que nous sommes, les chercheurs qui ont construit ce projet sont enseignants-chercheurs, enseignants des disciplines, et aussi utilisateurs du logiciel. Donc là, on a une interaction vraiment privilégiée avec les utilisateurs. Par contre, arriver à animer, donc on fait des formations, on fait des choses, mais réellement étendre une communauté, l'animer, ça demande quand même des moyens, ça demande des savoir-faire, et là-dessus on est limité. Donc on a des utilisateurs, ils contribuent, parce qu'on a des interactions, mais je ne peux pas dire qu'on est vraiment une communauté structurée, organisée, qui permettent de solliciter. Là tout à l'heure, il y avait une présentation qui parlait des proactifs. Donc il n'y en a pas tant que ça, où permettre à des gens de devenir aussi des actifs là-dedans. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'on ait les compétences et les forces peut-être aussi pour arriver à ça. Et c'est fondamental et on le voit bien. Peut-être que Mathieu aura justement une réponse à ça. Il pourra nous aider. Est-ce que tu peux justement nous parler via le prisme de Terristory, comment on met en lien les collectivités,
qui sont les utilisateurs en fait, de votre outil, les académiques, et puis comment on anime tout ça peut-être. Oui, alors si je repars un peu de ce que je commençais à raconter tout à l'heure, Aura 2E, sa mission première, c'est d'accompagner les collectivités, donc d'être un peu le point d'entrée sur toutes les questions qui vont concerner la transition écologique et environnementale. Donc en fait, nous, les utilisateurs, en quelque sorte, on les a déjà. Quand on s'est dit qu'il fallait faire un outil numérique, ça nous sortait quand même pas mal de notre champ d'expertise, un peu comme la ville de Paris tout à l'heure qui nous dit que, a priori, c'est pas une structure ESN de prime abord, mais bon, finalement, le besoin fait qu'on se met à la hauteur de la tâche, on va dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà travaillé avec une entreprise que vous connaissez sûrement, qui est juste devant la porte, qui s'appelle Oslandia, pour essayer de construire un outil qui, dès le début, intègre dans sa conception, dans sa démarche, dans les dépendances techniques, cette philosophie qui sous-tendait le projet, qui était que ce soit open source, que ce soit open data, et que ça puisse servir un maximum des acteurs publics. Donc là, je rejoins un petit peu ce qui a déjà été dit sur le côté où quand on est financé par l'argent public, on essaye de faire en sorte que ce soit public un maximum. Donc déjà, il y a ce travail dès le début avec une entreprise qui est experte de l'open source, qui est experte de ce sujet-là, et je peux dire que ça a bien aidé à lancer, on va dire, le projet. Puis après, la deuxième question qui s'est posée, et qui rejoint un petit peu ce que disaient mes voisins, c'est quel modèle de gouvernance on fait autour de cet outil numérique qu'on essaie de construire pour répondre à nos utilisateurs. Et là, sur la gouvernance, du coup, on est parti sur vraiment une gouvernance qui est avec plein d'acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 6 agences régionales de 6 régions différentes, on a Enedis, on a RTE, on a GRDF, on a vraiment plein d'acteurs du secteur de l'énergie, et puis on a aussi des réseaux d'acteurs qui vont permettre au national d'aller identifier d'autres potentiels partenaires, d'autres potentiels acteurs avec qui travailler. Et ce qui me permet de rebasculer un peu sur la question initiale de la communauté d'utilisateurs. En fait, la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que notre outil qui partait d'un besoin vraiment issu d'Auvergne-Rhône-Alpes, de notre relation avec les utilisateurs, avec les collectivités territoriales, aujourd'hui on se rend compte qu'on est vraiment devenu un outil numérique en tant que tel, qui est open source certes, mais qui est inscrit dans un panorama assez large d'autres outils, d'autres plateformes numériques qui sont mises à disposition par des acteurs privés, par des acteurs publics, par des associations, par l'État bien sûr, qui a un certain nombre de besoins numériques à remplir. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que dans tout ça, l'utilisateur qui est finalement juste un chargé de mission dans une petite ville et qui a, je ne sais pas, 1/10 de son temps à consacrer à ce sujet, comment est-ce qu'on fait en sorte que cet utilisateur il n'est pas perdu? Alors, on n'a pas encore répondu à la question, sinon on serait bien heureux. Et donc, les pistes qu'on envisage, c'est bien sûr, c'est assez lié à cette problématique de l'open source qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de se dire que si on arrive à mettre en place des standards, des normes un peu d'échange de certains objets, donc par exemple, comment est-ce que je définis une trajectoire de transition écologique? Qu'est-ce qui définit cette trajectoire? Si on arrive à se mettre d'accord sur l'objet, en fait, l'objet métier qu'il y a derrière, on va pouvoir se mettre d'accord aussi, bien sûr, sur des standards numériques, et donc faire en sorte que quand l'utilisateur il a utilisé un des services de l'État, par exemple, un des services d'une agence régionale, un des services d'un acteur privé, ça produit des informations qui peuvent être ensuite facilement partagées entre les outils pour faire en sorte que l'utilisateur il ait un peu le parcours le plus transparent possible. Donc ça, c'est la première piste qu'on a envisagée. La deuxième piste, bien sûr, c'est aussi de faire en sorte que les compétences ou les fonctionnalités permises par chacun des outils soient bien identifiées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de questions à se poser sur quel est le bon outil qu'il faut que j'utilise à quel moment dans mon parcours d'utilisateur de collectivité territoriale, etc. Donc pour moi, cet aspect open source, alors il est bien sûr, comme je le disais, cohérent avec nos valeurs d'agence régionale, d'acteurs publics financés par des fonds publics, mais il est aussi finalement intéressant sur cet aspect-là, c'est-à-dire si on veut arriver à connecter ensemble, un peu comme présenté Bedlam Communication tout à l'heure sur cet aspect, rien à voir, mais de télécommunication, bah là, de la même façon, si on veut combiner ensemble et vraiment produire une sorte de service numérique des collectivités territoriales sur la transition, on a besoin aussi d'avoir cette interopérabilité pour éviter de trop aller vers l'État qui propose un seul service numérique unifié, ce qui n'arrivera jamais puisque forcément il y a déjà plein d'acteurs qui proposent des choses qui fonctionnent très bien. Et donc
voilà, l'enjeu finalement c'est plutôt cette interopérabilité des outils, je pense, qui peut permettre de faire en sorte que les communautés d'utilisateurs de chacun des outils, elles fusionnent petit à petit parce qu'il y a ce parcours qui peut se créer, ou même ces parcours différenciés. Merci. Du coup, on est pile dans le timing, c'est nickel. Il nous reste 5 minutes peut-être pour des questions dans le public. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants ou des questions globales, en fait, c'est le moment. Oui, bonjour, Gilles Duvert, Martin de Voyage. Moi, j'avais juste une remarque sur la reproductibilité et la distribution du code source. Je veux dire, la distribution du code source, c'est vrai que personne ne va se temps, mais c'est quand même la condition pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans les résultats, même si effectivement ils diffèrent pour des raisons numériques, peut-être suivant les implémentations. Et c'est pour ça que en science, partout, on utilise, il vaut mieux utiliser les logiciels libres avec les codes sources que de faire confiance à des logiciels propriétaires fermés. Je ne peux être que d'accord avec ce point de vue-là. Après, ça ne suffit pas à assurer évidemment la reproductibilité, en particulier quand on a une publication scientifique et qu'on veut s'assurer que le résultat qui est affiché, c'est bien celui qu'on a quand on utilise les mêmes outils. Ça ne suffit pas, mais c'est clair que c'est indispensable. Enfin, et d'ailleurs, il y a eu un rapport du ministère de la Recherche qui a été réalisé en 2023 sur la façon dont sont valorisés les logiciels qui sont développés dans la recherche. Et ce rapport montrait que 70% des logiciels étaient valorisés sous la forme de logiciels libres, avec une licence libre. Il y avait beaucoup aussi de logiciels qui étaient diffusés sans licence. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi chez nous. C'est qu'en fait, il faut qu'on accompagne aussi les chercheurs, les ingénieurs à diffuser proprement leurs logiciels. Et ça, il y a un gros travail à faire avec les services de valorisation là-dessus, parce que souvent, quand on diffuse un logiciel dans le monde de la recherche, qu'on veut le diffuser en logiciel, enfin voilà, on met une licence open source, une GPL, ou voilà, et puis c'est parti. Et en fait, on passe pas du tout par les services de valorisation. Donc ça, c'est la réalité du terrain qui fait qu'il faut qu'on travaille avec les services de valorisation pour justement cadrer tout ça, faire des recommandations aux chercheurs, les aider en fait à faire ça proprement. Et puis après, essayer de les accompagner aussi pour essayer d'initier des communautés. On en a beaucoup parlé. Là, il y a des aspects juridiques aussi sur quand on commence à travailler avec d'autres personnes sur lesquelles il faut être propre. Donc là, on a besoin aussi de compétences dans les services de valorisation sur ces sujets-là. Et puis, il faut qu'on aide les gens à faire les choses proprement, à faire de la documentation, à faire en sorte que les logiciels soient faciles à installer. Voilà, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte pour aller vraiment plus loin. Après, il y a des grosses réussites dans le monde de la recherche. Il y a quand même pas mal de logiciels qui ont une grosse communauté. Je pense par exemple à Scikit-learn. Bon, voilà, tout le monde connaît ce logiciel autour du machine learning qui est un gros logiciel avec une grosse communauté et qui a parfaitement réussi justement à mettre tout ça en œuvre. Il faut qu'on arrive à le faire à grande échelle. Bonjour, je suis Romain Calais, moi je suis postdoc à l'IGE, donc à Grenoble. Et pour rebondir sur la partie reproductibilité logicielle, j'ai l'impression qu'une grande partie du code qu'on écrit, disons, en tant que chercheur, c'est pas vraiment une bibliothèque, c'est des bouts de script qui se baladent à droite à gauche, qui, certes, on peut tout donner avec le papier, mais c'est bien loin de pouvoir être reproductible si on ne dit pas comment il faut le faire, même si on a les données et les scripts, pour avoir déjà essayé sur d'autres papiers, c'est impossible à faire. Donc, c'est pas vraiment une question, du coup c'est plus un commentaire, que une partie de la discussion qui a eu lieu là s'appliquait bien pour des bibliothèques, des librairies, des codes numériques, mais comment on peut transposer ça sur la partie un peu script moche qu'on fait pour faire un résultat dans un papier? Alors, il faut éviter de faire une partie moche. Non, mais en fait, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre justement pour que ce soit à peu près propre, mais même pour soi en fait. Enfin, tu vois, tu parles de script moche.
reprends-les dans quelques mois, et puis regarde si tu arrives à refaire les mêmes choses. Et déjà, là, ça pose question. Donc ça pose aussi question, je pense, sur la partie, finalement, de la science qui sort de tout ça. Parce que si on n'arrive pas nous-mêmes déjà à récupérer le travail qu'on a pu faire quelques mois auparavant, il y a un sujet. Et il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui permettent de cheminer sur ce point de vue-là pour aller un peu plus loin et puis essayer de faire les choses un peu plus proprement. Oui, je suis 100% d'accord. Je suis moi-même très engagé pour la reproductibilité. Donc je suis d'accord et j'applique ça. Mais c'était plus une question générale parce que je vois bien que je suis un peu tout seul au milieu. D'où l'importance de la formation et de l'accompagnement en fait sur tous ces sujets-là. Effectivement, et puis d'une discipline à l'autre, il faut bien voir aussi que on est, par exemple à l'UGR, on est une université très multidisciplinaire, donc à l'IGE, on est un peu dans les sciences dures, donc il y a quand même des gens, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup d'accompagnement. Dans les labos, plutôt côté sciences humaines et sociales, il y a beaucoup moins de soutien dans les laboratoires et d'ingénieurs dans les laboratoires, et donc du coup c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc il y a aussi des besoins qui sont assez différents d'une discipline à l'autre. Juste une remarque pour rebondir là-dessus. Donc je viens de finir une thèse à l'UGA. Moi c'était côté informatique, donc pour le coup l'accompagnement est existant, mais je trouve que même là, j'étais l'une des rares personnes dans mon labo à essayer de faire du code propre, et pire que ça, je trouve qu'il y avait globalement un manque de valorisation énorme du point de vue des collègues, qui trouvaient que c'était une perte de temps d'écrire du code propre et réutilisable, et du coup pour moi c'est même plus une histoire de culture qu'autre chose au fond, non? Je sais pas si c'est une expérience qui se voit dans tous les labos ou juste le mien. Non, mais en fait, il y a un vrai sujet aussi autour de l'évaluation, parce que en fait, les chercheurs sont évalués sur la science qu'ils font. Ils ne sont pas du tout évalués sur des produits comme le logiciel ou les données qu'ils peuvent générer. Mais en fait, grâce au mouvement de la science ouverte, c'est des choses qui sont quand même en train d'évoluer, et en particulier toutes les activités qui amènent aux résultats scientifiques, mais qui sont pas pour l'instant considérées. Pour l'instant, on regarde le nombre de publications et éventuellement la qualité des revues dans lesquelles elles sont. Mais ça commence à changer. On commence à se rendre compte qu'il n'y a pas que ça, et que finalement, faire un code qui est réutilisable par d'autres et qui peut apporter d'autres collaborations, d'autres pistes de recherche, finalement, c'est peut-être aussi important qu'une publication, même dans une revue de rang A. Bon, je vais faire le rabat-joie, mais je crois que, hélas, je vais être obligé de passer la parole à l'intervenant suivant. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à retrouver nos intervenants dans le salon, encore qu'on est nombreux. Donc, voilà quoi. Il y en a des plus grands que d'autres, ils dépassent, c'est plus facile, mais voilà, vous devrez pouvoir les trouver quand même. Donc, merci beaucoup pour cette table ronde.